Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors beaucoup de gens pensent que la Thaïlande c'est la destination des futurs retraités. Eh bien c'est quand même assez faux parce que quand je regarde les statistiques de ma chaîne YouTube, on constate que près de 50% des personnes qui me suivent ont entre 25 et 50 ans. Et d'ailleurs si on prend la tranche d'âge des retraités, on va dire de 65 ans et plus, ça représente à peine 20% des abonnés de ma chaîne YouTube. De plus, je reçois régulièrement des emails de personnes qui ont des projets professionnels. Donc c'est avant tout, les gens me contactent pour des projets professionnels et non pas spécialement pour une installation en tant que retraité. Et la plupart de ces projets professionnels ont trait à des locations touristiques, à un projet de reprise de location, de développement de location touristique. Alors on va discuter justement de ce concept de location touristique dans cette vidéo. Vous avez lu le titre, c'est vrai que je vais parler d'agrotourisme, de ferme touristique. C'est vrai que dans le cadre d'une location touristique, vous avez deux options finalement. Soit vous reprenez une location touristique déjà existante, ou soit vous démarrez de zéro et vous créez votre propre structure. Alors personnellement, je ne suis pas partisan des reprises de location touristique, je vais développer ça ensuite dans la vidéo, et je suis plutôt pour des projets de création avec ce projet plein d'avenir, très prometteur, qui est le tourisme à la ferme. Alors l'agrotourisme, ça représente quand même un vaste champ d'application. Quand on parle de tourisme à la ferme, d'agrotourisme, on pense au bio, on pense à la permaculture, à l'hydroponie, à l'aquaponie, enfin, il y a quand même à l'autosuffisance, donc il y a quand même pas mal d'applications possibles. C'est un vaste champ, sans mauvais jeu de mots dans l'agriculture, c'est un vaste champ d'application par rapport à l'agriculture et au tourisme, donc on va aussi développer ça. Alors avant d'attaquer plus en avant dans la vidéo, je voudrais faire une petite dédicace spéciale pour Détox et Francis qui s'étaient plaints de ne pas l'avoir retrouvé dans les vidéos d'actualité. Alors spécialement pour eux, voici le top générique. Alors on va aller par étapes, je vais d'abord vous parler des reprises de location touristique et pourquoi je n'en suis pas partisan. J'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans par rapport à ce sujet, 10 bonnes raisons de ne pas reprendre une location touristique, et en fait les arguments que j'avançais se sont vérifiés avec la terrible pandémie que nous vivons actuellement et avec le désastre économique que cela engendre au niveau du tourisme justement. Alors la première contrainte que j'avais mis en avant, enfin le premier point négatif que j'avais mis en avant, c'était le fait qu'il fallait reprendre, pour reprendre une location touristique, il fallait d'abord reprendre une société déjà existante. Donc c'est quand même un peu dangereux. De un, il y a déjà le coût par rapport à une reprise de société par rapport à la création. C'est généralement plus cher de reprendre une société. Et le problème, c'est qu'en reprenant une société, vous devenez automatiquement responsable de son passif, même de celui qui a été caché. Donc voilà, tout paraît clean et puis un jour vous avez des agents venant d'un ministère ou un autre qui débarquent chez vous et comme vous êtes le nouveau responsable, c'est vous qui payerez les pots cassés si jamais il y a eu des malversations ou des choses glisser, la poussière glissée sous le tapis et c'est vous qui en êtes dorénavant responsable et ça peut vous coûter très cher. Alors le fait que vous repreniez une société dans ce cadre-là, dans la plupart du temps, vous avez la société, mais n'est pas inclus dedans la location touristique ou le bar, le salon de massage, le restaurant que vous reprenez. Vous constaterez que vous avez racheté une société, mais qu'il vous faut à ce moment-là louer l'emplacement à un propriétaire thaïlandais. Donc c'est deux choses bien distinctes. Vous avez acheté une société, mais vous devez également à ce moment-là louer un emplacement auprès d'un propriétaire thaïlandais. Donc les emplacements, c'est un loyer qui tombe tous les mois, qui peut être relativement lourd dans certaines situations, surtout lors des périodes creuses ou quand il n'y a pas de touristes, surtout quand vous démarrez, le temps de vous faire un nom. Donc malgré tout, tous les mois, le loyer tombe. Et autre problème, c'est que les loyers, les baux qui vous sont proposés sont généralement limités à 3 ans. De temps en temps, on en trouve un peu plus long, mais la plupart du temps, c'est 3 ans. Pourquoi? Parce que 3
3 ans, ça fait le propriétaire thaï n'est pas obligé de déclarer ce contrat de location auprès du cadastre thaïlandais. Alors voilà, au bout de 3 ans, il renouvelle son contrat. Il en profite lorsqu'il renouvelle le contrat de location avec vous. Il en profite pour majorer le loyer. Dans le meilleur des cas, vous allez prendre 10% d'augmentation. Mais j'ai déjà vu des situations où les gens avaient bien relancé la machine, ils avaient réussi à partir de rien et à faire vraiment une location. Ils avaient investi à l'intérieur, ils avaient fait des aménagements, le chiffre d'affaires était là et le propriétaire soit refusait de re-signer un nouveau bail ou pire, il disait d'accord mais j'augmente de 20 à 25% et en plus dans certains cas il demande même un dessous de table pour re-signer un nouveau bail. Donc voilà, c'est risqué de ne pas reprendre une location tous les 3 ans dans des conditions qui sont maximales et vous perdrez beaucoup de temps à payer des loyers, les pots de vin et toutes ces petites choses-là qui risquent de vous tomber dessus. Sachant de plus, enfin, que généralement, si une société de location touristique est à remettre, c'est sans doute qu'elle ne fonctionnait pas très bien. C'est vrai qu'ici, on a une situation exceptionnelle, il y a la pandémie, donc il y aura beaucoup d'activités de location touristique et d'autres activités touristiques qui vont être à remettre, peut-être à des conditions très avantageuses. Maintenant, on ne sait pas comment va évoluer le tourisme en Thaïlande. Les autorités veulent le faire évoluer par rapport aux zones touristiques qui existent déjà. Donc, bon, c'est peut-être un risque à courir. Il y a peut-être des affaires avantageuses, mais de là à récupérer des touristes aussi, c'est pas certain. Et puis reste de toute façon toujours les contraintes du bail à renouveler tous les 3 ans avec les contraintes qui vous seront imposées par leur propriétaire. Alors, je conseille effectivement de créer votre propre société, de développer vos propres locations touristiques et plus précisément, comme je le disais dans le titre, quand c'est inscrit dans le titre sous la vidéo, plutôt développer l'agrotourisme, le tourisme à la ferme. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que si vous créez votre propre société, que vous créez votre propre location touristique, vous achetez un terrain, vous installez vos bungalows et là vous attendez des clients. S'il n'y a pas de clients, ben, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc le concept est de développer une activité qui vous permet d'avoir d'autres ressources, d'autres revenus financiers. Donc ces ressources viennent de la terre, viendraient de votre travail et ensuite le complément viendrait par la venue des touristes. En plus, ce concept de tourisme à la ferme, ça correspond à une demande par rapport aux gens qui veulent s'expatrier. C'est un mode de vie qui intéresse de plus en plus, le côté bio, le côté permaculture, le côté autosuffisance, de produire soi-même, d'avoir des produits sains, de qualité, de savoir ce qu'on plante, savoir ce qu'on récolte. Et au niveau du tourisme, ça correspond énormément à une demande pressante de pas mal de gens qui veulent sortir des zones touristiques, qui veulent un tourisme autrement, un tourisme plus authentique, un tourisme en immersion. Donc le concept de l'agrotourisme, d'avoir 2 sources de revenus. Il y a une période creuse, il y a une pandémie par exemple, et je sais de quoi je parle, je prends comme exemple, d'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo là-dessus, pensez à vous abonner, par rapport à un compatriote, un Belge, qui a monté une ferme de permaculture et une ferme touristique, donc il reçoit également des gens, des touristes, il organise également des stages de permaculture, de construction naturelle, de métiers à tisser, enfin il y a plein de choses à faire et il développe son activité, il l'a déjà développé il y a quelques années, c'est un succès qui est montant, il refusait régulièrement des clients, là il s'est retrouvé dans une période comme tout le monde, en pleine pandémie, sans avoir beaucoup de touristes qui venaient. Il a eu la chance, de par les prix qu'il pratique, d'avoir régulièrement les fameux bloqués qui sont venus dormir, habiter chez lui, en même temps apprendre et pouvoir profiter de l'immersion au sein de la ferme et de l'environnement local. Et là, même en cas de période creuse, il n'y a aucun problème parce qu'il est devenu quasiment autosuffisant. Donc il n'y a pas de problème pour manger, pour boire, pour se loger. Il y a déjà tout ce qu'il faut et maintenant il attend le retour des touristes pour pouvoir recontinuer, relancer son activité. Mais il a largement de quoi subvenir. Donc effectivement, je sais de par les touristes qu'il a reçus que c'est une activité qui est rentable, qui est attractive, une activité qui est demandée, un concept qui est demandé. Et je sais qu'en cas de période
période de crise, il a maintenant de quoi subvenir grâce aux ressources de sa terre. Alors le concept d'autosuffisance n'est pas nouveau en Thaïlande, en fait c'est le roi Ramanai, feu le roi Ramanai, qui a développé ce concept il y a plusieurs décennies, qui voulait justement aider les gens qui vivaient dans les fermes à développer un système d'autonomie, d'autosuffisance. Donc il a créé plusieurs modèles de fermes en expliquant comment il fallait fonctionner pour faire tourner un peu les cultures. Donc c'est vrai que si vous avez une petite propriété, vous avez une partie pour votre riz, vous pouvez changer avec un champ de pommes de terre, il n'y a aucun problème, donc des patates ou du riz d'un côté, un verger avec plusieurs arbres fruitiers, différents arbres fruitiers, une autre partie pour les potagers, une partie basse-cour, c'est vrai que les œufs frais le matin, vous avez dans le poulailler, vous avez un œuf frais, même plusieurs, donc c'est toujours agréable. Un plan d'eau, petit plan d'eau, où vous mettez des alevins qui grandissent, au bout de quelques mois, au bout d'un an ou deux, vous avez des poissons-chats, des tilapias de belle taille. Bon, allez de temps en temps pêcher, sortir ça au feu de bois avec du gros sel, un petit peu de citron à l'intérieur, c'est un vrai régal. Vous pouvez également construire un four à pain, un four à pizza, selon vos goûts. Donc voilà le four naturel. Voilà, donc vous pouvez accéder à une autosuffisance alimentaire et puis pourquoi pas vous former sur les constructions naturelles et puis de là apprendre à fabriquer vous-même avec de la terre cuite et de la paille mélangée à fabriquer des maisons, des petites structures qui peuvent devenir des structures locatives. Alors comment on pourrait fonctionner pour ce genre? Quel est le type de fonctionnement? C'est vrai qu'à la base, il faut de toute façon créer une société. Vous allez voir un cabinet d'avocats qui va vous aider à construire, à monter votre société. Pourquoi je parle de cabinet d'avocats? J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus qui vous dit pourquoi, où trouver un bon avocat francophone. Mais déjà, avoir un avocat qui parle votre langue, c'est déjà un atout. Vous allez comprendre, il va pouvoir vous expliquer toutes les finesses et toutes les nuances qu'il peut y avoir par rapport à la législation que vous connaissez en Europe et la législation thaïlandaise qui est quelque peu différente, qui est plus sur un système anglophone. Donc, il va pouvoir monter votre société. Alors, vous allez dire, ah non, la société, c'est vrai qu'il faut obligatoirement d'avoir des associés thaïlandais qui vont tout me piquer, qui vont tout bouffer. Non, pas du tout. Justement, votre avocat va faire un montage qui est tout à fait légal, qui vous permettra d'avoir par exemple le statut de directeur au niveau de la société. Ça veut dire que vous aurez les pleins pouvoirs avec un système de répartition de parts qui va vous permettre d'être majoritaire. Bon, officiellement, sur le papier, ce seront les Thaïlandais qui seront majoritaires, mais au niveau des décisions, répartition des bénéfices, parts et autres, c'est vous qui serez majoritaire de toute façon. Et tout ça, c'est un montage légal. Donc, il faut que ce soit quand même bien fait, parce que la moindre erreur d'écriture ou de procédure, ça peut mettre en péril votre projet. Donc, un bon avocat vous montre votre société et vous savez que même s'il y a des partenaires thaïlandais qui sont supposés être majoritaires, c'est vous qui avez les pleins pouvoirs. Enfin, une fois que vous avez votre société de montée, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un terrain, vous achetez au nom de votre société. Vous avez la gestion de la société, vous avez la mainmise sur la société, donc automatiquement, vous avez également la mainmise sur le terrain, on ne risque pas de vous spolier. Je vous conseille l'achat du terrain via la création de votre entreprise, via votre société, plutôt que de faire un bail de 30 ans. Parce que le bail de 30 ans, il y a toujours le problème de savoir s'il sera renouvelé. Et de toute façon, l'achat d'un terrain sous forme de bail de 30 ans coûte aussi cher en fin de compte que l'achat direct via une société, via votre société, pardon, de ce terrain. Donc il vaut mieux acheter via la société, ainsi vous êtes propriétaire, entre guillemets, via votre société de ce terrain. Ce qui est avantageux aussi, parce qu'il faut voir quand même à moyen et à long terme, c'est que par rapport à l'héritage, vous pouvez désigner vos ayants droit en disant, voilà, une fois que je décède, je veux que telle ou telle personne récupère mes parts de société. Donc, ils deviennent responsables de la société, libres ensuite à vos ayants droit de continuer votre activité ou de décider de revendre la société avec le terrain, avec le bâti, ou de dire, voilà, on arrête la société, mais de toute façon, il y a un délai légal qui leur laisse le temps de revendre. Alors pourquoi pas de parceller le terrain et de revendre ensuite des parcelles ou certaines unités d'habitation. Enfin, ils font comme ils veulent. Ça laisse quand même un grand champ d'application une fois de plus. J'aime bien ce terme-là. Donc ça laisse un certain champ d'application, de possibilités par rapport à un bail de 30 ans qui vous limiterait effectivement à 30 ans. Et puis même si vos ayants droit récupèrent le tout, à la fin du bail, ils risquent de perdre l'ensemble s'il n'y a pas de renouvellement. Donc nous avons fait la première étape
étape, la création de la société. Deuxième étape, achat du terrain via la société. Pour tout ce qui est bâti, il n'y a aucun problème. Un étranger ne peut pas être propriétaire à son nom propre d'un terrain, mais il peut être propriétaire à son nom propre d'une habitation, d'une maison. Il peut même demander le permis de construire à son nom. Donc voilà, à ce moment-là, vous aménagez, vous faites les aménagements. Alors, un petit point négatif qui va être mis en avant, c'est de dire, oui, mais attention, là, sur un tel projet, il y a quand même un certain délai avant de se lancer. Il faut créer la société, bon, ça va relativement vite. Ensuite, il faut trouver le terrain. Ben, si vous avez prospecté avant, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et ensuite, il faut justement installer, commencer à construire les bungalows, la petite maison d'habitation. Ensuite, il faut faire les aménagements pour le plan d'eau, les vergers, les potagers et autres. Donc, vous allez me dire, ça risque de prendre 1 an, voire 2 ans pour pouvoir se lancer. Mais c'est pas... De toute façon, si vous reprenez une location touristique, ça va être le même topo, vous commencez de zéro, et pour récupérer des clients, vous allez devoir faire des aménagements, créer un site internet et commencer à prospecter pour essayer de récupérer des clients, sachant qu'en plus, vous serez dans une zone extrêmement touristique, donc avec de la concurrence. En créant le système de la ferme, vous êtes dans une zone, choisissez. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo aussi. Je fais la promo tant que je suis. Je vais bientôt faire une vidéo, c'est comment choisir ou où choisir pour vivre en Thaïlande. Comme ça va peut-être vous aider à trouver le bon endroit pour vivre en Thaïlande. Mais le fait d'être hors des zones touristiques, ça va vous permettre, de trouver des prix qui sont beaucoup plus attractifs au niveau des terrains par rapport aux zones touristiques. Et puis, ça va vous éviter d'avoir la concurrence. Le fait donc de créer votre activité petit à petit, potager, pisciculture, enfin tout ce que vous voulez, le four à pizza, tout ce que vous voulez, le fait que vous le fassiez, c'est déjà l'occasion de faire de la promotion via les réseaux sociaux, vous montrer étape par étape l'évolution de votre projet. Je suis sûr que ça va intéresser pas mal de gens qui veulent se lancer également, des personnes qui vont vous suivre et qui sont sans doute vos futurs prochains clients. Il y en a peut-être même qui viendront avant même que vous ayez fini. Donc voilà, le fait de construire, de préparer votre projet, c'est déjà une façon de faire la promotion de votre activité. L'année ou les 2 années que vous allez passer pour monter ce projet, le finaliser, c'est pas du temps perdu, ça va vous permettre de préparer votre future clientèle. Donc, comme je l'avais dit, l'achat de terrain automatiquement beaucoup moins cher du fait que vous êtes dans une zone non touristique. Vous êtes propriétaire à plein pot du terrain, vous pourrez le donner aux héritiers, vous pouvez accéder à l'autosuffisance, vous pouvez proposer des activités. S'il n'y a pas trop de touristes, vous avez les ressources de votre ferme, et puis quand il y a des touristes, vous pouvez partager et faire des compléments de revenus. Et puis si la mer vous manque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le fantasme de la mer, dans les périodes creuses, avec l'argent que vous avez économisé, vous n'avez pas de loyer à payer, vous avez des revenus qui viennent en plus des ressources de la terre. Avec les sous que vous avez économisés, vous avez largement de quoi prendre l'avion, 1 heure ou 2 heures de vol, et vous êtes directement au bord de la mer, des belles plages, vous choisissez celle qui vous plaît, vous pouvez changer d'endroit, vous louez un beau bungalow, vous en prenez plein les narines, plein la vue, plein l'odorat, et ensuite vous revenez dans votre campagne. Il y a de quoi faire, ne vous en faites pas, la mer, vous la verrez. Alors question budget, ça va être difficile de prévoir un budget pour ça. Allez, grosso modo, à la louche, je vous donne 2-3 prix comme ça. Après, il faut l'affiner selon vos cas particuliers. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple ou marié avec une copine thaïlandaise, si vous venez en famille, falang. Donc voilà, tout ça est à voir aussi. Avoir un petit budget, effectivement, pour tenir le coup avant que votre activité se développe. Peut-être suivre des stages par rapport à l'agriculture, à la permaculture, par rapport à l'aquaponie, l'hydroponie. Enfin, il faut voir ce que vous voulez développer comme projet et vous former petit à petit aux techniques agricoles typiques des zones tropicales. Mais là, vous pourrez trouver des formations sans aucun problème, même en Thaïlande. Alors, il faut également prévoir la création de la société, qu'un bon cabinet d'avocats, je vais taper gros, hein. Il y a des gens, il y a moyen de trouver moins cher. Je sais qu'il y a moyen de trouver moins cher, mais je préfère taper large. Comme ça, il vaut mieux avoir plus que pas assez. On va dire cabinet d'avocats avec tout le processus pour visa, permis de travail, création d'entreprise, on va dire à peu près 100 000 bahts. On vous ferez vous-même la conversion en fonction de la date à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc 100 000 bahts pour la création. Ensuite, achat de terrain. À mon avis, un terrain en deçà de 4 rails. Un rail, ça fait 1600 mètres carrés. Je pense qu'il faut au minimum 4 rails, 3 à 4 rails pour développer ce genre d'activité, de petites structures. Donc à peu près 5000 mètres carrés minimum.
plus si vous avez la possibilité, c'est toujours le bienvenu. Donc il faut compter, selon la région où vous allez vous installer, ça peut osciller entre 350 000 et 500 000 bahts le rail. Il y a moyen de trouver moins cher de toute façon, et de toute façon, même à 350 000, voire jusqu'à 500 000 le rail, vous êtes 10 fois, peut-être même 20 fois en dessous du prix des terrains qui se trouvent en zone touristique. Donc c'est déjà une économie non négligeable. Donc création d'entreprise, l'achat du terrain, pour la construction, alors là aussi ça va être la bataille des chiffres. Il y a des gens qui me disent, moi je vis à la campagne, on m'a construit une maison à 4000 bahts le mètre carré. Enfin oui, moi ça fait quand même un peu cheap au niveau des matériaux. Il ne faut pas non plus tomber dans le n'importe quoi, mais il y a moyen d'avoir des trucs de qualité, hein, avec de bonne isolation, avec tout ce qu'il faut. Moi je compte grosso modo, allez, une maison de qualité, bungalow de qualité avec énergie solaire, ouais, on va dire une tapée de 12 000 bahts le mètre carré, vous en sortez très largement, même avec l'aménagement intérieur. Il y a des gens qui vont dire, oh non, il faut 25, 30 ou 50 000 bahts le mètre carré. Chacun sa conception du confort et du luxe, mais enfin, il ne faut pas non plus du marbre italien sur vos murs. Donc en restant dans le raisonnable, je pense qu'une tapée de 10 000 bahts le mètre carré me semble tout à fait raisonnable et accessible. Prévoyez également un budget très important par rapport, donc je vous ai dit, les panneaux solaires. Vous avez d'un côté vos vergers et autres qui vous permettent d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Les panneaux solaires vous permettent d'avoir tout ou partie de l'autosuffisance, de l'indépendance au niveau de l'énergie. Et alors, une des priorités que je mettrais, c'est de creuser un puits. Renseignez-vous également dans votre région que ce ne soit pas inondable et qu'il y ait possibilité de creuser un puits. Pourquoi? Parce qu'un puits, si vous allez directement avec l'eau de ville, vous allez vous trouver à certaines périodes où il n'y aura pas d'eau, ou alors le débit sera extrêmement lent, ou alors l'eau sera marron. Tandis que si vous faites un puits, n'hésitez pas à creuser profond, même s'il y a déjà de l'eau à 15 ou 20 mètres. Nous, personnellement, sur notre terrain, on est descendu jusqu'à 96 mètres, mais on a une eau qui est limpide, qui est extrêmement fraîche, qui est potable, et en plus on a de l'eau à profusion toute l'année. On peut arroser le jardin sans aucun problème, même en pleine sécheresse. On aura de quoi alimenter un, voire même 2 villages si besoin n'est. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. J'espère avoir donné un maximum d'éléments. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. C'est fait pour ça. J'y réponds le plus vite possible quand je peux. Désolé si parfois j'ai un peu de retard dans mes messages de réponse, mais je reçois beaucoup. Sinon, au niveau email, il y a mon email qui apparaît dans la description. Je vous mets quelques liens supplémentaires également dans la description. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo, il y a une description. Il y a également des informations complémentaires, ça peut vous servir. Ben voilà, je prépare d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici notre prochaine rencontre via le petit écran de YouTube, je vous présente mes salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.